Bonsoir à tous et bienvenue dans Popcorn et Mauvaise Foi, une confrontation d'opinions dans la bonne humeur. Au sommaire de ce nouveau numéro, elle est diplômée en patrimoine, elle voue une passion sans limite aux portes de Corse, mais aussi d'ailleurs, focus sur une passion atypique à rencontre avec Josefa Geronimi. Poulain de la Barre est un philosophe féministe et c'est Marie-Ange Philippe qui nous en parlera ce soir dans sa chronique. La Servante écarlate de Margaret Atwood a été adaptée en série, retour avec Alexia Leonelli sur ce phénomène. Libre The Topography of Tears de Roselyne Fischer, c'est Inès Morat qui l'évoquera. Et enfin, le délicieux moment décalé à retrouver en fin d'émission. Nous irons dans le cerveau de l'iconoclaste Marie-Ange Philippe. À mes côtés ce soir, les chroniqueuses Marie-Ange Philippe, Alexia Leonelli et Inès Morat. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Avant de retrouver dans un instant nos brillants esprits critiques, j'ai le plaisir de recevoir Josefa Geronimi. Bonsoir Josefa. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Ma première question, Josefa Geronimi, peut-il vous arriver d'être de mauvaise foi? Et si oui, dans quelles circonstances? Oui, sincèrement oui, avec beaucoup de spontanéité. Je suis quelqu'un qui n'aime pas reconnaître ses erreurs. C'est un gros défaut, je le sais. Surtout en famille, je me dispute beaucoup avec ma petite sœur. Et donc, voulant toujours avoir le dernier mot, j'ai toujours raison. Donc on peut imaginer des repas de famille animés, agités. Mais avec l'âge, maintenant, la trentaine étant franchie, on s'assagit, ça y est, on commence à s'apaiser. Vous êtes passionnée par les portes de Corse et les portes d'ailleurs. Vous avez notamment créé une page sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook pour Teddy Goursiga Madino d'Altro. D'où vous vient cette passion, Josefa? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez bizarre. Quand on en parle comme ça, c'est clairement atypique. C'est atypique. Eh bien, écoutez, en fait, je ne sais pas. C'est une très bonne question parce que je ne saurais pas y répondre, mais je sais que c'est quelque chose qui me passionne, tout simplement. Je pense que c'est déjà par les éléments architecturaux qui peuvent s'offrir à nous. Et puis aussi, je pense que c'est la symbolique. C'est vraiment la frontière entre Ulo Alba, Digou et Ulo Goumans, ou ce qui se fait derrière, l'intimité, rentrer dans l'atmosphère protectrice, etc. Je pense qu'il y a de ça aussi. Il y a beaucoup de symbolique qui joue. Et la richesse de l'exemple architectural, des exemples patrimoniaux qui se déclinent à l'infini, puisque je tourne beaucoup, j'aime beaucoup me promener. Donc à chaque petit village que je fais, à chaque ville, c'est vrai que j'ai toujours l'œil qui est attiré vers l'architecture et le patrimoine. C'est la première chose que je fais. Ma mère me disait toujours « apprends à lever les yeux ». Et donc c'est comme ça qu'on découvre les choses et du coup ça s'est fait. Enfin, je ne saurais pas vous dire en fait, c'est très bizarre de ne pas réussir à le développer, à qualifier, mais c'est quelque chose que j'ai en moi, que je porte justement, et donc c'est quelque chose qui m'attire. Voilà, est-ce que l'on peut dire que ces portes constituent une partie du patrimoine insulaire? Ah oui. Bien entendu, c'est un élément qui forme un tout, un ensemble, mais c'est surtout un ensemble architectural à part entière qu'on a tendance peut-être à négliger aussi, et dont souvent on ne prend pas conscience, mais oui, pour moi c'est un élément à part entière. Oui. Voilà, vous répondez à la question que je vais vous poser. Ce patrimoine est-il en valeur donc à moitié selon vous? Est-ce que la difficulté ne réside pas dans le fait que c'est un patrimoine privé également? Alors oui, il y a déjà des ouvrages qui ont été consacrés. Il y a un ouvrage qui est sorti il y a quelques années sur les portes de Corse et qui donc une fois encore, c'est un ouvrage subjectif. C'est l'auteur qui recense, qui répertorie tous les portes qui l'ont marqué finalement, qu'il trouve dignes de figurer dans son livre. Et il y en a beaucoup qui, à mon sens, ne figurent pas et qui devraient y figurer. Mais j'ai oublié votre question. Oui, je digresse. Ma question était, est-ce que ce patrimoine est mis en valeur? Donc vous y répondiez précédemment en disant oui qu'à moitié, voilà. Mais que c'est un patrimoine qui n'est pas forcément public. Voilà, c'est souvent sur des demeures privées, je Effectivement, dirais. Oui, c'est souvent des biens privés, quand bien même ils s'offrent à notre vue, dans les simples rues de nos villes. Alors, mis en valeur, oui, puisqu'il y a des ouvrages maintenant qui y sont consacrés, de plus en plus de gens y font attention, mais en même temps, c'est quelque chose finalement du banal, du quotidien, qu'on a tous les jours devant les yeux, qui se font dans nos vies. Donc, oui et non. Alors, ce patrimoine qui reste tout de même
assez méconnu en Corse, notamment par les Corses. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu différentes influences esthétiques et architecturales sur ces portes? Par exemple, voilà, est-ce que les portes dans les rues d'Ajaccio ont une certaine identité, voilà, des éléments qu'elles possèdent ou pas par rapport aux portes bastiaises? Est-ce qu'il y a une différence comme ça et des similitudes? Alors, peut-être pas d'un point de vue provenance géographique, je dirais, entre les villes, entre les grandes villes. Simplement, il va y avoir bien entendu des différences au niveau des éléments architecturaux en fonction des époques et en fonction aussi plutôt de l'opposition ruralité et éléments citadins, je dirais, contexte citadin. Dans le sens où à Bastia et à Ajaccio, dans les grandes villes, vous allez trouver par exemple des portes très cossues. Vous voyez véritablement qu'elles appartiennent à des maisons de notables, à des gens qui ont fait fortune et qui veulent le montrer. C'est le cas également dans les villages, attention bien entendu. Mais néanmoins, la ruralité est davantage frappée par ce qu'on va appeler une porte bâtarde, par exemple une porte simple en bois. Et moi je n'aime pas le mot, mais c'est l'appellation officielle, donc on appelle ça comme ça, une porte bâtarde en bois. Donc une porte simple qui va présenter par exemple davantage des encadrements en pierre de schiste. Et ça aussi, c'est aussi révélateur, ça permet d'aider à la datation du bâti. Parce que plus vous allez avoir des pierres comme par exemple, je prends un exemple au hasard, le village de Mouna qui est abandonné, vous avez des murs qui ne sont pas enduits de crépi, etc. Donc le fait de pouvoir visualiser les jambages, ce qu'on va appeler les jambages des portes, en pierre de taille, appareillée, droite, bien taillée, tout ça, ça permet de dater sur la fourchette la plus ancienne, finalement, la porte, en fait, l'élément caractéristique. Et on a davantage ces éléments-là, ces critères-là dans le rural que dans le bâti. Dans le bâti, on va avoir davantage de portes à 2 battants de bois, moulurées, surmontées d'une imposte en fer forgé semi-circulaire, faisant figurer les initiales de la famille qui a bâti la demeure ou qui s'y est installée, qui l'a fait prospérer, on dira. Voilà. Et moi, c'est un petit peu cet antagonisme-là qui me plaît, parce que finalement, dans le rural, on va avoir des linteaux qui sont datés, on va avoir des pierres gravées, on va avoir des symboles qu'on ne va pas retrouver dans le citadin. Il y a vraiment cette opposition, finalement, un peu triviale, que je qualifie de triviale, monde de paysans et monde de citadins, véritablement. Merci Josépha Djeron. Mais restez avec nous puisque dans quelques instants, vous commenterez donc des photos que vous avez prises, des photos de portes corse. Merci Josépha. Tout de suite, je vous propose, sans aucune transition, de retrouver l'iconoclaste, donc Marie-Ange Philippe. Et ce soir, vous évoquez un philosophe féministe, Poulain de la Barre. Oui, parce que je sais que Josépha est attachée à la pensée, au combat féministe. Donc on va parler de poules et de barres, on va parler de Poulain de la Barre. Donc en 2018, Tarantino avoue avoir minimisé le comportement de son délicieux ami Harvey Weinstein. Il dit ça. Il dit « J'ai mis sur le compte d'une vision des années 1950, celle du patron qui poursuit sa secrétaire autour du bureau. » Alors que le philosophe Poulain de la Barre mettait déjà la sienne très haute, puisqu'en 1673, il considérait déjà tout simplement que l'esprit n'a pas de sexe. Alors, un discours pareil au XVIIe siècle, on a envie de lui faire un high five ou un cœur avec les doigts, c'est comme vous voulez. Mais du coup, ça implique 2 questions aujourd'hui. Est-ce qu'un homme peut-il ou doit-il être féministe? Et pourquoi les hommes dans la majorité ne se sentent pas concernés? Alors la principale raison, outre d'en avoir rien à foutre, c'est que le mouvement féministe est, c'est vrai, protéiforme et un peu disparate. Sauf que en fait, on s'entend sur un truc principal, c'est l'égalité économique, politique. Après, qu'il faut être cueilli sous la couette, on s'en fout un peu. Donc, mais je comprends la difficulté des hommes à saisir l'importance de la cause, parce qu'aujourd'hui, le féminisme sonne presque comme un caprice. On utilise la soi-disant évidence des anciennes revendications pour décrédibiliser les luttes actuelles. Par exemple, en fait, on se dit par exemple, je sais pas moi, oui mais attends, avant elles avaient raison de se battre et tout, elles mouraient. Alors que maintenant, on se dit, maintenant, elles meurent dans d'autres pays, mais nous, ça ne nous concerne plus, donc c'est bon. Enfin bref, dans nos sociétés occidentales, repues de consommation, les inégalités ne se résument presque plus à des questions de vie et de mort, et sans se nicher dans des détails. Alors on ne devrait peut-être pas parler de féminisme, parce que ça fait peur, ça angoisse tout le monde, ça chamboule nos évidences. On pourrait peut-être parler de lutte contre la misogynie, peu importe. En fait, ce qui est important, c'est qu'on a une manière différente de juger tout ce qui relève du corps, qu'il s'agisse d'un homme et de la femme. Par exemple, l'ivresse ou l'infidélité. S'il s'agit d'une femme, on dit « la pauvre, elle était saoule hier soir ». Alors que si c'est un homme, « ouais, t'as vu ce qu'il a fait, il était saoul et tout, c'était trop bien ». Bon, voilà, manière différente. Et ça, Poulain de la Barre l'avait déjà vu au XVIIe siècle.
J'en profite pour rassurer les inquiets. Non, les féminismes n'ont pas de plan secret pour conquérir le monde, mais juste en faire partie aussi aisément que n'importe qui. La pensée féministe est englobante, pas du tout communautaire. On ne veut pas éradiquer les hommes, on ne vous laissera pas dans un coin les bébés, on veut juste être avec vous et comme en 68, jouir sans entrave en 69. Non, vraiment, on aime bien les hommes, ne vous inquiétez pas. Poulain de la Barre l'avait déjà vu au XVIIe siècle. Et si personne ne l'a vu maintenant, franchement, c'est Laton, Vergogne, ce que vous voulez. Merci Marie-Ange Philippe. Marie-Ange Philippe, puisque vous connaissez l'œuvre de Poulain de la Barre, pourquoi aujourd'hui est-il méconnu? Parce qu'il était peut-être trop en avance? Non, il est connu dans les pays anglo-saxons. Et en fait, Simone de Beauvoir le cite dans un ouvrage, je ne sais plus lequel. Oui, je ne sais plus lequel. Je ne suis pas historienne, je ne sais plus lequel. Parce que ce n'est pas un philosophe qui est cité assez régulièrement quand même. Voilà, c'est pas très connu en France et en Corse. Il a été un peu déshérité parce qu'il a eu une philosophie très cartésienne et un peu pompeuse. Et du coup, en fait, il a calqué la philosophie cartésienne sur son féminisme. Ce qui a fortement ennuyé les philosophes d'après, puisque ça allait à l'encontre de la pensée universaliste de Descartes. Et du coup, il a été un peu mis de côté, mais il est très connu dans les pays anglo-saxons. Merci pour cette précision, Marie-Ange. J'ai jamais dit un truc aussi compliqué de toute la saison, je vous le dis. Josepha Geronimi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la société corse est une société féministe? Absolument pas. C'est un peu brut de décoffrage, je m'en excuse. Mais non, absolument pas. Je vais sûrement pas me faire des amis, mais on s'en fiche un peu. Mais je pense même qu'on est encore dans une société bien machiste. Alors, c'est pas tout noir, Dieu merci. On a des évolutions de conscience, etc., notamment auprès des nouvelles générations, notamment aussi de la mienne, hein, puisque je prends la mienne en référence, ce que je connais. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense. Quel genre de féministe êtes-vous? Oula, c'est compliqué, c'est une question très complexe. Mais alors, déjà, j'ai horreur de ce que font les fémènes, par exemple. Je m'en excuse, hein, c'est une opinion personnelle, mais je trouve que ça dessert et que ça décrédibilise. La provocation, ça vous gêne, la provocation nue. Moi, j'estime qu'encore plus, justement, de nos jours, on n'a pas besoin de se dénuder. Alors, est-ce que finalement, le fait d'être choqué, justement, par cette nudité, c'est être anti-féministe? Est-ce que justement, on n'en parle pas pour ça, de leur combat, de ce qu'elles défendent? Est-ce que si elles étaient vêtues classiquement, est-ce qu'on en parlerait de leur combat? Je pense. C'est pas tellement le fait qu'elles attaquent ou qu'elles s'immiscent lors de réunions ou de choses très conservatrices, etc., qui me dérange. C'est plutôt le fait de cette nudité, de cette non-pudeur qui finalement parasite et éclipse totalement le débat, parce que j'estime qu'on sait à quoi elles sont rattachées, on sait ce qu'elles représentent, on en connaît le symbole, mais finalement le message qui est derrière, on l'oublie et c'est dommage, je trouve. On oublie le fond complètement. Oui. Merci Josepha. Vous gardez la parole, chère Alexia Leonelli, puisque vous évoquez ce soir La Servante écarlate, alors une œuvre de Margaret Atwood qui est adaptée en série. C'est ça. Alors, je suis désolée, Josepha, hein, mais cette série, non, elle est aux antipodes de ce que vous avez l'habitude de prôner, je pense. Donc une dystopie glaçante et conte cruel, donc adapté, comme le disait Davia, de La Servante écarlate, qui était sortie en 1985. Donc je dois avouer que cette série m'a percutée, un visuel puissant et un scénario profond porté par le talent d'un casting prodigieux. Je vous la conseille vraiment. Dans cette histoire sordide, les femmes sont classées en 3 catégories. Donc il y a les Martha qui s'occupent des tâches domestiques, les épouses qui, elles, ont encore un peu de pouvoir dans le foyer, et les servantes qui endossent le rôle de reproduction humaine, donc, dont fait partie l'héroïne Offred. Donc en gros, l'histoire, marquée par une baisse de la natalité, les États-Unis font face à une crise démographique sans précédent. Et de là naît un gouvernement politico-religieux, un microcosme dirigé par quelques riches businessmen qui ont décidé de s'emparer de la fertilité des femmes. Charmant. Voilà. Donc effectivement, c'est un peu glauque. Donc sous ce gouvernement, tous doivent obéir à des règles très sectaires. Et s'ils dérogent, ils sont châtiés, voire ils sont tués. Donc voilà. L'enfermement est omniprésent. On suit donc le parcours chaotique de June Osborne qui est rebaptisée Offred. Forcée d'endosser l'habit rouge de la servante, elle s'attelle à des tâches de sous-fifre, mais surtout à donner naissance aux enfants de son maître, qui sont conçus lors de rapports sexuels non désirés.
Donc cette série, au-delà Est-ce qu'il du... y a une morale, est-ce qu'il y a un message dans cette œuvre de Margaret Atwood? Alors justement, moi, ce que j'ai aimé, moi, ce que j'ai perçu au-delà du visuel qui était fort, c'est vraiment que Handmaid's Tale, donc cette série, elle fait des clins d'œil à la société, mais très subtilement. C'est-à-dire l'homosexualité qui n'est pas encore acceptée par tous, ces livres religieux trop de fois mal interprétés, qui donnent des guerres, des conflits, des attentats, la l'égalité entre les hommes et les femmes qui n'a pas trouvé encore son juste milieu. Et le réalisateur Bruce Miller, il n'a pas attendu, on dira l'improbable victoire de Donald Trump pour interpréter cette série. Pourtant, elle tombe à pic 32 ans après. Donc comme si l'auteur avait prédit qu'il allait se passer ça aujourd'hui. Donc cette série, elle reste incroyablement contemporaine, une série. Exactement, mais à côté de ça, voilà, on ne décroche pas de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et c'est plein de petits messages subliminaux comme ça tout le long des épisodes. Et c'est ce qui nous fait tenir. Donc c'est pour ça que je vous la conseille. Je vais m'y atteler. Quel genre de série vous regardez, Josépha? Aucune. En fait, non, c'est vrai vrai. Merci Alexia pour votre chronique. Qu'est-ce que vous faites? Je lis beaucoup. Je photographie des portes, je lis beaucoup. Non, j'ai pas Internet à la maison. J'ai pas eu la curiosité de prendre Netflix, de regarder. Enfin, je suis très peu télé, quoi. Je la mets en fond parce que ça fait du brouhaha à la maison. Mais la regardez pas, mais vous la faites. Oui. En lecture, vous êtes quoi? Vous êtes roman, essai? Oui, plutôt roman. Plutôt roman. Et ayant une formation littéraire, étant fille de prof de français qui m'a martelé mon enfance avec la littérature, j'aime beaucoup Zola. Je trouve que c'est très, très poignant, très réaliste. Le rêve, par exemple, de Zola qui m'a complètement bouleversée quand j'étais adolescente, ou Le ventre de Paris, ou encore L'Assommoir, toutes ces tragédies humaines où le réalisme est complètement frappant, et la série de Rougon-Macquart. Ça tombe même dans la sociologie. Ce sont des études et des analyses sociologiques. Merci Josépha pour ces précisions. Je vous en prie. Vous allez sans doute apprécier cette chronique puisque nous allons parler d'un livre, du moins Inès va en parler, The Topography of Tears de Roselyne Fischer. Inès. Oui, je me suis dit que vu que vous photographiez des portes, on va partir sur une petite rubrique idées de hobby. Alors par exemple, moi, mon hobby, c'est de lire le site Hobby Drama. Principe simple, des gens racontent tous les dramas qui surviennent entre les membres de leur club de loisirs. Alors ça peut être le petit groupe local de bridge, comme la communauté de fans sur Internet. Et laissez-moi vous dire personne ne déteste plus que les gens qui aiment la même chose. Ça en fait le site le plus intéressant sur des centres d'intérêt qui ne vous intéressent pas. Non, ça vous branche pas? Bon, comme je vous sens pas super emballée, j'ai une autre idée de hobby à vous proposer. Josépha, laissez-moi vous présenter Roselyne Fischer. Elle photographie des larmes. C'est sympa quand il pleut, c'est une bonne idée. Alors cette idée, Roselyne, elle l'a eue en 2008. Elle est en train de pleurer, il n'y a pas de plot twist, et le fil de ses pensées la ramène au jour où, encore enfant, elle était allée au musée avec l'école pour voir une petite expo, sur l'infiniment petit. Alors je pense qu'on a tous eu droit, les gouttes d'eau au microscope. Alors c'est ce jour-là où à 5 ans, on nous a appris le monde de l'invisible, les acariens. Depuis, on fait tout pour oublier. Merci pour l'info. Alors Roselyne, au moins, ça lui aura servi. Elle s'est dit, et si je passais mes larmes au microscope optique, on n'y pense pas assez. Et on a tort, parce que ce que Roselyne, elle va découvrir à travers son microscope, ce sont des images de paysages, des rivières, des chemins sinueux parfois, semblables à des cristaux de givre ou à de la dentelle. Bref, elle regarde directement de la poésie. Je ne veux pas non plus vous saouler avec Proust, parce que là, je me dis, j'ai droit de citer un auteur mort par émission. Donc, j'y vais quand même. Je claque mon joker. Je cite juste, ce sont « L'amour cause de véritables soulèvements géologique de la pensée ». Voilà, le gars déjà il écrit pas mal, et en plus il avait raison. Donc on le met, peut-être qu'il regarde l'émission d'Avenue, nous mettez pas mal. Alors, maintenant il que avait de Rosie... l'asthme en plus. Ça c'est pour vous, voilà. Info. Info, bonus. Alors, maintenant que Rosie a vu ça, maintenant qu'elle a vu ses larmes au microscope, qu'est-ce qu'elle va faire? Spoiler, on va la perdre. Elle commence par collecter sur elle-même des échantillons de larmes des 3 grandes catégories qui sont émotions basales et réflexes. On sent la terminale. Alors, après ça, c'est l'escalade de l'horreur pour Rosie, pour moi aussi. Elle collecte des larmes de bébé, des larmes de ses potes. Elle finit même par ne plus sortir de chez elle sans prendre ses petites lamelles, vous savez, donc à la Dexter. Perso, moi, elle vient me faire ça. Elle vient collecter mes larmes, elle n'a pas besoin de les analyser, ce seront des larmes de peur. Alors, maintenant, forcément, c'est l'heure du jeu.
Le jeu qu'on attend. Ouais. Je vais vous montrer des images de larmes. L'incompréhensible jeu, Josépha. Celui-là, il est simple. Voilà, vous ne comprendrez pas normalement. Non. Celui-là est simple. Je vais vous montrer des images de larmes et vous me dites à quel sentiment elle correspond. En fait. Non, Oui, c'est ça. Non, mais à quelle émotion elle correspond. Paul nous a donné de l'émotion en régie. On y va. Ce soir, c'est facile. Ouais, voilà, c'est sympa. Alors celle-là, c'est une photo extraite de ma collection personnelle. Alors, c'était quelle émotion? Paul remet de l'émotion à l'écran. Voilà, c'était la peur. Ouais, ça c'est des larmes. C'est des larmes de stress. De quand quelqu'un entre dans mon bureau, qu'il me parle, déjà, vous connaissez, qu'il me parle, déjà, qu'il referme pas la porte. Bon, ça, du coup, je peux pas. En vrai, non, ce sont des larmes de rire. Oh. Pour le coup. Indice, deuxième photo, Paul en régie. Alors, par contre, celle-là, c'est bien vous en ce moment. On dirait de la Indice, chez vous ce soir, celle-là, c'est vous. La joie, des larmes de... Larmes de bâillement, voilà. Alors c'est très joli, mais vous n'êtes pas non plus très très poli. Merci Inès Morat, nous en savons davantage sur les larmes. Nous retrouvons très rapidement, parce que nous sommes nous sommes en avance, allez, de là dire que nous sommes en retard, nous exagérons, nous allons dans le cerveau très décalé de Marie-Ange Philippi. Oui, j'ai une bonne nouvelle, je me suis inscrite sur Pinterest. Ouais. Parce que je cherchais des idées de verrine. Oui, Davia, j'ai 31 ans, je ne nourris plus de tequila paf et de kebab à même le sol. Je fais des repas chiants. Je fais des repas chiants à base d'avocat autour d'une table. On ne tirait pas sur l'ambulance. J'ai donc tapé verrine facile sur le réseau social. Et là, mais je me dégoûte moi-même. Et là, stupeur et tremblement, machine à remonter le temps fonctionne. Nous sommes en 1960. Ce réseau social est envahi de conseils ménagers, de tendances do it yourself. Fais-le toi-même, du loisir récréatif qui consiste à fabriquer des objets déco, par exemple des éponges en chaussettes, ou fabriquer soi-même ses produits de beauté, à base de tutos design dégoulinants de mauve et de rose. Alors, évidemment, ça ressemble vraiment aux années 60 telles que je les imagine. Alors, évidemment, je ne les ai pas connus, sinon je serais vachement bien conservée. Genre Jane Fonda à côté, c'est rien. Mais Pinterest... en fait, semble me dire, regarde comme je tiens bien mon intérieur, alors que moi, le seul intérieur que bon. Enfin bon, bref. Dans cette immense réunion Tupperware virtuelle, on exhibe ces produits finis avec fierté, #fait maison, #cousumain, #c'est moi qui l'ai fait. Et on livre des astuces faciles, niveau MIT à peu près, et rapides, 52 heures aussi. Mais c'est horrible en fait. Oui. Parce que oui, non, mais on essaye de nous faire croire que c'est une société parfaite, que après avoir baigné les deux gosses, fait les devoirs et être rentré et éclaté du travail, on aurait encore du temps pour faire des on nous fait croire qu'on a besoin de trucs, personne, alors qu'il n'y a que Véronique Sanson coiffée. Non, j'ai entendu. Et alors, pour comprendre ça, j'ai fait une vraie enquête sociologique auprès d'un échantillon représentatif d'une personne. Et j'ai demandé à une collègue adepte de loisirs récréatifs, je vous jure que c'est vrai, ce qui la séduisait dans le fait de passer 36 heures à fabriquer des boîtes à crayons. Et elle m'a répondu, vraie réponse. Tu sais, moi, je passe du bon temps, c'est satisfaisant de savoir faire quelque chose de ses 10 doigts. Ah. Oui, Christine, je ne sais pas si on parle de la même chose, mais oui. Et elle me dit, essaye, tu verras. Non, toi, essaye, tu verras. Bon, alors, j'ai écouté Christine. Et je vous ai fait des petits gâteaux. Non, cadeaux. Je vous ai fait des... lapsus. Regardez comme c'est mignon. Alors, des petites pommes de terre, donc avec des cœurs. J'imagine que c'est pour l'invité. Ce sont des cadeaux des tampons, des pommes de terre. Excellent. Mais c'est génial. C'est super. Vous dessinez n'importe quoi. Et je vais dessiner une porte. Et vous pouvez vous le tamponner. Une porte. C'est génial. Ça marche. Mais c'est génial. Ben voilà, vous avez déposé ce concept? Mais non, c'est Pinterest qui me l'a soufflé. Il y a d'autres choses Après, j'ai fait un petit cendrier magnifique que j'ai déjà utilisé, déjà fumé dedans. Un souvenir de maternelle, c'est un truc... Magnifique. Très sympa, très joli, donc Marie-Ange. Et après, j'ai essayé de faire une éponge en chaussette, mais c'est une chaussette qui a foiré. Nous mettons tout cela en décoration. Merci Marie-Ange Philippi. Vous êtes une adepte des loisirs créatifs à la Marie-Ange Philippi? Pas du tout, parce que je ne suis pas du tout manuelle. Je ne suis pas créative et je ne suis pas manuelle. C'est mes plus grosses stars, je pense. J'essaye, ça se travaille à ce qui paraît. Donc j'essaye, mais... Vous voyez, par exemple, l'enfer des cadeaux de Noël. Cette année, je me suis dit, je vais faire mes paquets de cadeaux moi-même. À mes proches m'ont dit, mais c'est une catastrophe. Josépha, c'est pas possible, arrête. Alors, vous, c'est pas le manuel, vous, c'est plutôt l'intellect et notamment l'humour. C'est quelque chose que vous appréciez. Que vous n'avez pas eu ce soir. Oui. Non, c'est pas vrai. Parce que vous êtes une véritable icône sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. Mais elle a pas Internet. Mais elle est sur mon téléphone. Sur mon téléphone. Vous êtes très présente sur Facebook. Oui. Et voilà, et vous êtes une réputation, j'imagine, qui est au-delà des frontières corse. Non, j'aime beaucoup rire. C'est vrai que
étant très guignarde, je me dis que pour embellir la vie des gens, exposer tous mes petits tracas quotidiens, non, j'aime beaucoup. Beaucoup rire, d'un ton toujours très léger, beaucoup de magagne. Il faut pétiller. Il faut pétiller, c'est important. C'est l'autodérision, en fait. Oui, qui vous définit. oui, je me moque toujours de moi. Vous vous moquez Je me moque beaucoup de moi-même. Et vous vous moquez de vos phobies, notamment. Ah oui. Oui, beaucoup de phobies. Non, je peux pas toutes les, notamment l'avion, par exemple. Voilà. Vous le savez, puisqu'on a déjà échangé, vous m'avez conseillé plusieurs fois. Mais pas tellement de l'avion en soi, mais de la tempête en avion. Ça, c'est. Alors, mais je deviens hystérique. Je crois que Air Corsica va finir par me blacklister parce que je vais vivre l'enfer aux passagers quand ma tante qui est hôtesse de l'air ne vient même plus me voir dans l'avion. Elle m'abandonne à mon triste sort. Merci Josefa Geronimi. N'hésitez pas à visiter la page de Josefa pour Teddy Goursiga et Daltro. Merci d'avoir accepté cette invitation, Josefa. Merci à vous de m'avoir reçu et bonne Et après, tout à mes côtés, je n'étais pas seule. Il y avait ce soir Marie-Ange Philippe, Inès Moratti et Alexia Léoné. Bonsoir et merci mesdames. Je vous souhaite une excellente soirée. Nanta France 3 Courte, Siga Madino, Nanta Viastel. Oui, comme ça. J'étais en aller-retour. Avec l'alerte. Oh non, oui.